Comment je définirais le village? Pour moi, le village, c'est un des plus beaux, bien entendu. J'ai été baptisé au Beau, j'ai fait ma communion au Beau, je me suis marié au Beau et je mourrai au Beau. Il représente un haut lieu du patrimoine français du Moyen-Âge. Avec la ruine de ce château qui est emblématique. C'est ma vie personnelle, ma vie familiale, surtout depuis ces 20 dernières années. Le village, c'est déjà mon enfance qui s'est déroulée dans des lieux magiques. On a couru dans les rues des Baux, grimpé sur les rochers. Ah, pour moi, les Baux, c'est quand même une certaine passion, parce que j'ai toujours vécu de là et j'ai quand même gardé une attirance par les Baux. La France, c'est ma patrie. Les Baux, c'est mon pays. Alors, le village des Baux, il est indéfinissable, je dirais, parce qu'il est complètement à part, il est atypique dans tous les domaines. Déjà il a des spécial, c'est par son passé, son histoire. Les Grecs sont passés par ici, les Romains aussi, au Moyen-Âge, ça a été l'apogée du village. Moi, je pense que c'est particulier parce qu'il y a c'est un rocher, c'est un roc où tout est bâti dessus. Dans cette partie des Alpilles, vous n'avez pas beaucoup de villages qui soient en hauteur. Sur un bao, ce qu'on appelle un bao en provençal, c'est-à-dire une sorte de plateau élevé, comme ça, au-dessus d'une plaine, qui est la vallée des Baux. Donc c'est déjà une singularité par rapport au reste de l'habitat des Alpilles. Donc on a une vue à 390 degrés quand on fait le tour, que ce soit de jour ou de nuit, il y a une vue magnifique. Quand on va sur le plateau, qu'on voit la vallée des Baux, puis tout jusqu'à la mer, quoi. C'est splendide, absolument splendide. Moi qui ai parcouru la France, je connais de très beaux villages, mais pas comme celui-là. Alors là, c'est une question un peu difficile. Je pense, pourquoi est-il connu? Déjà, je pense que la célébrité du village des Baux est due quand même en bonne partie à notre ancien maire, Monsieur Raymond Tullier. Pourquoi les Baux sont plus connus que Ménherbe ou Apède-le-Vieux ou d'autres villages qui sont ravissants? Je pourrais dire, ouais, c'est un peu de la provocation, c'est à cause de Baumanière. Mais bon, c'est vrai que mon grand-père a fait beaucoup pour le village et pour la notoriété du village. Il y a également, je dirais, la famille Grimaldi, puisqu'il y a toute une histoire et toutes des relations très étroites avec le Rocher de Monaco. À cause de toutes les personnalités qui sont venues. Et puis nous sommes le site le plus visité en France après la Tour Eiffel. Le monde entier. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est qui a fait au départ connaître les Baux à ce point-là. Bon, on dit que c'est la bauxite, d'accord, mais enfin, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais je pense que c'était parce que c'était vraiment typique, ces rochers qui faisaient un spectacle, qui représentaient un spectacle et qui était très, très beau à voir. Je pense qu'il est connu aussi parce que les gens racontent un peu, si vous voulez, la situation du village, le choc qu'ils ont eu peut-être en voyant ce paysage qui est absolument magnifique et unique. Et donc c'est un nom qui résonne dans le monde entier. Alors les grandes familles des Baux, alors celles que j'ai toujours connues, on va dire, dans le village, il y a eu la famille Moucadel. On est une vieille famille des Baux, donc qui est arrivé le premier, il y a combien de siècles, on n'en sait rien. Mon grand-père était né au Beau, mon arrière-grand-père était né au Beau, après on a du mal à savoir. Mais vous avez la famille Grognat, la famille Pinet. Bon, Pinet, c'est après Pinet-Girard, mais c'était que la famille Cornille. Il y avait notre famille, à nous, bien sûr, assez importante. Il avait les 3/4 des Baux, mon arrière-grand-père.
Après, il y avait bon, les familles Rangon, Griffe, tout ça, c'était des gens des Beaux. Bon, après, nous, la famille Dumas, bien sûr. Les Dumas, ils avaient l'hôtel de la Reine Jeanne. La famille Défaut, il y a la famille... Patin, Madame Patin, Marthe Patin. Ce sont vraiment des vieilles familles des Beaux. Une fois encore, certaines y habitent, d'ailleurs, même si elles sont peu nombreuses, mais certaines y habitent. D'autres ont gardé des biens et les font restaurer ou les exploitent. Et je pense que tous ces gens sont très attachés aux Beaux, même s'il y a toujours eu, entre toutes ces familles, beaucoup de, je dirais, de rivalité, comme c'est le cas partout. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu l'âme un petit peu singulière du village. Les habitants des Beaux, ce sont les Beaux-Cinq. Les Beaux-Cinq pour les hommes et les Beaux-Cinq pour les femmes. Je pense que d'abord, c'est des gens très fiers de leur village et très fiers de leur famille, d'eux-mêmes, ce qui pour moi est une qualité. Mais ils peuvent être quelquefois un petit peu rugueux. C'est peut-être le Mistral qui rend fada. Ben, la réputation, je ne sais pas. Moi, je trouve que les habitants des Beaux sont très bien, pour ma part. Alors, s'il y avait une définition pour décrire le Beau-Cinq, je pense que ça serait d'abord la plus célèbre phrase de Frédéric Mistral, c'est « race de seigneur, jamais vassal ». Un peu vif, ne se laissant pas marcher sur les pieds, par exemple. C'était votre cas, à vous? Ah oui, je le pense, oui. Oh, je pense que c'était des gens rustiques déjà, parce qu'à enfin, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas l'eau dans les maisons, il n'y avait pas du sanitaire, il fallait quand même être un peu rustique pour vivre au Beau aussi. Ce sont donc des gens qui sont accrochés à ce rocher, à ce territoire. À partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que le village est restauré progressivement. Alors ma famille, quand ils sont arrivés ici, le village était quasiment à l'abandon. Il y avait que quelques anciennes familles qui étaient restées habitées dans le village. À l'époque, si on demandait à quelqu'un de Mossane s'il voulait reprendre une maison gratuitement au Beau, il n'en voulait pas. Certaines maisons ont même servi de carrière de pierre en fait, pour reconstruire des maisons à l'extérieur. Ah ben le village était tout à fait en ruine. C'était en ruine. D'ailleurs, quand on retrouve les vieilles cartes postales et qu'on voit, nous on courait dans les ruelles des Beaux. Moi, simplement de la place pour aller à l'église, on n'avait qu'un petit chemin en fait. Ça faisait comme un sentier. Il y avait de l'herbe de partout dans les rues. Donc c'était vraiment à l'état sauvage et on peut dire en ruine. Je pense que le gros des travaux, il a démarré après 1956. Et je crois que c'est à cette époque qu'au Beau, ils ont mis l'eau courante partout et le sanitaire de partout. Un des habitants des Beaux s'est donné pour mission de redonner vie au village. Parce que c'est un village qui aurait été assimilé à une autre commune. Cette personne qui est devenue le maire des Beaux à l'époque, après-guerre, ce qui était M. Pierre Bessières, s'est donné pour mission de redonner vie au village. Il a refait tout ce qui était important pour le village, l'eau, l'électricité, la mise au tout à l'égout, les réfections des rues. Avant, les rues, c'était en terre battue. Moi, quand j'étais tout petit, il y avait encore des rues qui n'étaient même pas pavées. On voyait les ornières dans les rochers, dans le sol rocheux, des charrettes qui passaient avant. Et c'est grâce à lui que la commune a été indépendante, qu'elle n'a pas été assimilée à une autre commune. Et c'est là que les gens qui avaient une maison, ils vous ouvraient des commerces, puisqu'ils n'avaient même pas de porte, ça leur permettait d'ouvrir un commerce. Et comme il y avait de plus en plus de tourisme, de faire vivre le village. Et c'est le tourisme qui a fait monter le village. Et donc, c'est vrai que la moindre petite cave, la moindre petite remise a été aménagée pour se transformer en commerce. Et moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas une seule boutique, vous entendez? Pas une seule. Pas une seule boutique, je les ai vues s'ouvrir les unes après les autres au fil des années. À l'époque, il y avait très peu de commerce, de mon point de vue. Et il y avait, je crois qu'un des plus vieux commerces de vente de cartes postales,
s'appelait Madame Quenin. C'était une dame âgée, toujours habillée en arlésienne, d'après les cartes postales, d'après les archives qu'on trouve. Après, il y avait dans la famille Défaut qui ont eu des magasins aussi anciens, je pense. Moucadel, Madame Moucadel, qui a eu ce magasin de poterie et que son fils a fait l'épicerie. Ah, ma grand-mère était une personne elle est née en 1888 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Mais elle est venue très vite au Beau par sa mère et elle a toujours vécu au Beau. Donc elle a pris la Poste d'abord et puis ensuite elle a créé son premier commerce de tourisme, enfin d'objets touristiques en 1927. Et puis elle est devenue commerçante comme ça, elle a gagné sa vie, elle a pris l'épicerie, elle a acheté la maison. Hein, la maison où je suis né appartenait à ma grand-mère et pas à mon grand-père. Hein. Mon grand-père avait les terres, mais ma grand-mère, elle, c'était une femme qui avait du caractère, comme on dit à l'époque. Ah, Berthe Moucadel, c'est son fils qui tenait la seule épicerie du village. Berthe Moucadel, Paul Moucadel, il s'appelait. Ben, au départ, elle vendait des souvenirs, des cartes postales, des petits souvenirs. Et puis après, petit à petit, ben, c'est devenu d'une petite baraque, d'une charrette, on va dire même. On est devenu une boutique, puis d'une boutique, on a fait une épicerie, puis avec un magasin de souvenirs à côté. Et puis après, ben, mon père s'est mis dans le commerce, et voilà. Et il a travaillé avec ma grand-mère, puis après, ben, quand ma grand-mère a été âgée, elle a tout remis à mon père, et c'est lui qui s'en est occupé. Comme ma grand-mère avait la poste et qu'elle ne pouvait pas s'installer à l'intérieur, ben, son premier magasin, c'était une charrette, finalement. Qu'elle sortait sur une petite terrasse et voilà, on a démarré comme ça. Hein. Pendant pas mal d'années, de ce que ma grand-mère me racontait, elles n'étaient que deux, hein. Elles sont restées deux pendant longtemps. Hein. C'était des pionnières, mais c'était des femmes qui avaient, voilà, il fallait qu'elles travaillent, il fallait qu'elles s'affirment, il fallait qu'elles fassent leur vie, et puis ben, on ne peut que leur tirer le chapeau. Hein. Nous avons commencé par continuer le petit bar de mon grand-oncle Charles Cornille, le café du musée, qui est devenu le café-restaurant du musée. Et on a commencé à servir des repas, et petit à petit on s'est agrandi et on a créé le Beaux-Arts, qui est une très belle salle avec des voûtes, je ne sais pas si vous connaissez, juste avant la mairie à droite. Et nous avons travaillé avec mes deux sœurs. On était trois sœurs. Il y a eu beaucoup de jeunes gens des environs qui sont venus boire un verre. C'était exprès pour reconnaître les trois sœurs qui arrivaient comme ça au Beau. On riait tellement qu'on rentrait dans la cuisine qui était derrière le comptoir et on tapait sur les casseroles pour faire du bruit pour pas qu'on nous entende rire. Oh, c'était formidable au début, c'était formidable. Nous servions au guéridon, nous avions du personnel qualifié, nous avions l'argenterie, nous avions les nappes et les napperons assortis et des chefs de cuisine formidables. Et il n'y en avait que deux. Il y avait nous, il y avait, excusez-moi de commencer par nous, et il y avait la reine Jeanne. Et maintenant, toutes les petites maisons sont devenues des petits restaurants. Et le bureau de tabac. Il y a eu un bureau de tabac, je pense, ça a été précoce. C'est monsieur et madame Rangon qui tenaient le bureau de tabac. Alors, le bureau de tabac, à ma connaissance, le bureau de tabac a été dans la famille parce que j'ai un arrière-grand-père qui avait été blessé, alors attention, qui avait été blessé pendant les guerres sous Napoléon. Et donc, je ne sais pas, on devait donner en compensation aux personnes, on devait les aider. Et donc, on lui a remis
l'autorisation de vendre les cigarettes. Il a eu le débit de tabac et c'est resté dans la famille comme ça jusque très tard, puisque moi, nous avons arrêté en fait, je ne sais pas, en 60, et je vais dire en 65, quelque chose comme ça. Le bureau tabac, il était là où actuellement j'ai mon commerce, c'est-à-dire le relais, enfin le relais d'apport-des-guerres. Maintenant, ça change de nom puisque il est en location-gérance. Donc, sur la place où il jouait, le bureau tabac a toujours été là. À l'époque de mon papa, ma maman et moi-même qui ai vendu les cigarettes. Alors, moi, je suis né, bon, pas au Beau, parce qu'à l'époque, on ne sait pas au Beau. Je suis né à Arles, mais je suis arrivé ici, j'avais 3 jours. Mais ma famille est arrivée dans les années 50. C'était la tante de mon père qui avait un magasin à l'époque à Avignon, de souvenirs, qui, l'été, comme il n'y avait pas trop d'activité à Avignon, venait louer un local au Beau pour faire une petite saison d'été dans le village. Alors c'était le bâtiment à côté qui se prêtait bien à faire un magasin. Et au bout de peut-être une ou 2 saisons, ils ont trouvé la maison où nous sommes actuellement, qui était en ruine à l'époque, voilà, et qui était à la vente. Et ils ont acheté une ruine. Je pense que c'était entre 52 et 55, j'ai pas l'année exacte, mais c'était cette période-là. Ils ont retapé le local qui était au niveau de la rue pour faire un commerce de souvenirs. Ils vendaient des poteries provençales, c'était tous des articles qui étaient faits ici, hein, des santons de Provence, que ce soit des santons peints ou des santons habillés, qu'à l'époque on ne trouvait que vraiment, ou alors à Aubagne, à Marseille, ou dans les endroits un peu touristiques. De la poterie faite dans la région, des cartes postales, beaucoup de cartes postales à l'époque aussi, parce que c'était quand même quelque chose que les gens envoyaient beaucoup. La devanture du magasin, il y avait déjà des panneaux de cartes postales que les gens choisissaient, qui étaient très à la mode à l'époque. Hein. Et l'intérieur du magasin, il y avait de la poterie de partout. C'était des poteries, des assiettes accrochées au mur, des étagères de santons habillés, de santons peints. C'était des magasins qui étaient remplis de marchandises, qui attiraient beaucoup les gens à l'époque. Hein. Au début, c'était la tante de mon père, qui s'appelait Gabrielle, qui tenait ça avec son mari. Oui, moi je le vois un peu comme ça. Hein. C'est d'avoir cru au développement du village. Quand ma famille est arrivée là, ils ont acheté une ruine. C'était pas garanti que ça marche, hein, parce qu'arrivé dans les débuts des années 50, le tourisme a vraiment développé dans les années 60 après. Hein. Et il fallait y croire, hein, et ils y ont cru. Un peu c'est grâce à eux, hein, en fait. Hein. C'est grâce à eux si on est là. Oui, il y avait l'école dans le village. Elle était, quand on va maintenant, où il y a le musée Braillère actuellement, c'était l'ancienne école des Beaux. Et qui a une cour intérieure qui est derrière l'église. Donc on avait notre petite école là, alors bien entendu, on y allait de 5 ans jusqu'à 14 ans, n'est-ce pas? On était tous ensemble, ce qui était très agréable d'ailleurs. C'était une classe unique, garçon-fille, et la maîtresse ou le maître s'occupait un peu de tous à tour de rôle. C'était une école communale, hein, donc, qui tournait entre 18 et 23 élèves en gros. Et c'est là, ça permettait que tous les petits du village se connaissent, jouent ensemble, et ça faisait du mouvement dans le village. Mais c'était vraiment également le village des Beaux. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'enfants de l'extérieur et on se connaissait tous. On allait à l'école avec un cartable et une trousse vide. On n'achetait pas de matériel, on n'achetait rien, la commune fournissait tout. Oui, quand on rentrait à l'école, on avait toutes les fournitures qui étaient fournies par la mairie. On n'achetait pas de cahiers, pas de crayons, pas de livres. On arrivait, on nous fournissait tout.
Avant, ils ne dépensaient pas de l'argent à faire des folies, comme on pourrait appeler maintenant. Donc, quand il y avait de l'argent en plus, c'était pour les gens du pays, en fait. Après, il y a eu le parking, parce qu'après, ils ont fait payer les parkings. Et en faisant payer les parkings, c'est vrai que c'était une rentrée d'argent assez importante pour la commune. Et l'entrée au château, pareil, ça faisait rentrer de l'argent à la commune quand même. Ah oui, j'ai été à cette école-là en 1974. Je suis rentré à 5 ans à l'école, à l'époque, avec un jeune instituteur qui était génial. Et qui s'appelait comment? Il s'appelait Michel Jacques. C'était quelqu'un qui avait une autre vision de l'éducation à l'époque. Notamment, on a appris l'imprimerie et on a créé des petits journaux. Tous les ans, on faisait un petit journal. Et ces petits journaux étaient faits avec les caractères d'imprimerie que sûrement c'était la Fondation Louis Joux, parce que Louis Joux n'était plus là à l'époque. La Fondation Louis Joux avait donné à l'école pour qu'on puisse apprendre la façon d'imprimer. Chacun inventait ou racontait une histoire. Alors, ça pouvait être une histoire un peu farfelue, un peu une histoire vécue. On se réunissait dans la salle d'activité qu'on avait, où il y avait tous ces caractères d'imprimerie, et on mettait petit à petit les lettres les unes après les autres, les caractères spéciaux qui étaient très jolis d'ailleurs, hein. Les mêmes caractères qu'il y a sur la cheminée qui a été décorée par Louis Joux. C'est des souvenirs extraordinaires, hein. Je pense pas que toutes les écoles faisaient ça à l'époque. Vous en gardez un bon souvenir, quoi. Ah, excellent. Après, là où on jouait le plus, c'était encore au château. Sur le plan du château, c'était pareil. C'était notre terrain de jeu privilégié. On pouvait monter sur les tours. En premier lieu, le château. Hein, on avait accès de tous côtés. Hein, c'était moins fermé que maintenant. Le terrain de jeu, c'était le château, le plan du château. Dès qu'il y avait des vacances, ou même des fois après l'école, hein, parce que bon, après l'école, on disait on va faire un tour au château. Mais on jouait, je me rappelle, à passer un temps, on jouait à Zorro, il y en a un qui faisait Zorro, il se cachait, on refaisait Zorro dans le château. Hein. Le château, c'était évidemment le terrain de jeu idéal pour des enfants. Tout y était. Et puis on se prenait un peu pour des archéologues, pour des découvreurs de passages souterrains. On trouvait des morceaux de poterie, des fois des petites épingles en bronze, des trucs comme ça qu'on ne trouve plus maintenant parce qu'il y a tellement de monde qui est passé. Le tourisme n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et puis bon, on jouait un peu avec les touristes aussi, on en profitait aussi. On leur vendait des fossiles sur lesquels ils marchaient dessus 200 mètres après. Mais... Et alors on grimpait dans des endroits où j'oserais même pas y aller maintenant. Hein. Après au château, tout ça, il y avait des endroits où on s'agrippait, on passait sur des passages de pierre très très étroits et il y avait le vide en dessous. Mais il n'y a jamais eu un gamin qui est tombé. On était libre, hein. C'est vrai qu'on courait beaucoup, donc on allait dans les rochers, on allait de partout. Les parents nous laissaient libres, on va dire, on était libres comme l'air. Je suis un privilégié, parce qu'avoir eu l'enfance que j'ai eue, oui, je suis un privilégié. Baumanière, c'est un mas. C'est un mas qui est en contrebas d'une grotte. On parle d'une bergerie, oui. On parle d'une bergerie ou d'un vieux mas. Alors je ne sais pas s'il y avait des olives entassées, s'il y avait des moutons, s'il y avait des graines, des céréales, s'il y avait, je ne sais pas, mais... Baumanière, c'est un restaurant étoilé que M. Thuillier a créé. Hein, il a acheté la bâtisse. Et aussi, c'est un esprit, c'est tellement de gens. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu mystique dans cette salle voûtée de Baumanière. Mais Baumanière, c'est bien plus qu'un restaurant. C'est pas simplement un endroit où on choisit, on mange et on paye et on part. C'est un endroit qui a une âme, un endroit où on vit une expérience, c'est un endroit particulier. C'est un lieu chargé d'histoire.
Donc il n'y a pas d'équivalent, c'est un lieu unique. Voilà ce que c'est Beaumanière pour moi. C'est en bas sous le château, donc on n'est pas dans le village même. C'est dans un cul-de-sac, c'est à l'entrée du Val d'Enfer, c'est surplombé par des falaises. C'est vraiment un endroit niché dans la roche, hein. C'est un endroit très particulier. Je crois que c'était en 46 ou 47. Dans les années 46-47, par là exactement, c'est vrai que je n'ai jamais trop regardé les calendriers, mais... À Noël 45. Il est tombé amoureux de cet endroit, il a acheté la maison en 43. Je sais que j'ai toujours entendu mon père, parce que M. Thuillier, quand il est venu au Beau, il était à la Reine Jeanne, où il y avait mon père. Et j'ai toujours entendu dans ma famille qui parlait, qu'il avait dit, bon, ben moi je vais acheter le mas en bas et je vais faire un hôtel, parce qu'il voyait qu'au Beau, il y avait de l'espoir de faire quelque chose. Et donc, il a monté un établissement assez exceptionnel. J'y étais à Beaumanière quand M. Thuillier est venu pour visiter et acheter. J'étais toute jeune, mais je me souviens parfaitement de lui lorsqu'il est venu. Il a acheté avec 10 hectares de terrain, c'est-à-dire que toute la Cabre d'Or, toutes les terres là qu'il y a faisaient partie de Beaumanière, de mes parents. Quand il a créé l'hôtel, il a fait travailler les personnes du village. Donc des emplois à la cuisine, des emplois en salle, des emplois dans les jardins, des emplois à l'entretien, des emplois de bagagistes, etc. Donc ça permettait aux jeunes de rester au village et de travailler. Alors, pour les enfants des Beaux, oui, nous, alors même avant qu'ils soient maires, on avait déjà notre goûter à Beaumanière. Donc, alors à Noël, on a fait l'arbre de Noël. Alors c'était Noël, l'arbre de Noël, le goûter à Beaumanière avec un chocolat chaud, qui était sublime, on va pas. Ah ben dans la salle principale du restaurant, voûtée, la belle salle voûtée qu'ils ont. Avec les serveurs, les serveuses, on était vraiment comme des bons clients. Ah, c'était extra. C'est sûr qu'il y avait des chocolats. Moi, je sais que les chocolats, c'est ce qui m'attirait toujours. Et après, avec des croissants, tout ça, qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui pouvaient avoir des croissants. C'est vrai, il faut quand même reconnaître. On ne se rend pas compte à l'époque d'aujourd'hui, mais à l'époque, avoir un croissant, c'était important. Mais là, on avait des croissants, des brioches, des chocolats chauds. Chacun choisissait ce qu'il voulait. C'était vraiment un très bon goûter. Je pense qu'elle a tout changé. Je pense que l'évolution de Beaumanière est quand même, une fois encore, probablement à l'origine de l'évolution des Beaux d'aujourd'hui. Parce que c'était avant la grande époque des Alpilles. Ça lui a donné un rayonnement qu'il n'avait pas avant, avec des visites de personnalités, de chefs d'État qui n'étaient jamais venus au Beau, quoi. Les Beaux, c'était surtout au départ des gens simples. Hein, bon, il a amené une autre clientèle. Je crois qu'il n'y a pas une personnalité du monde qui ne soit pas venue au Mas de Beaumanière. Ah non, le village, ça a fait connaître Beaumanière. C'est l'inverse. C'est peut-être osé de dire comme ça, mais c'est ça, le village était connu mondialement. Je pense que l'ouverture de Beaumanière, ça a été le tourisme. Je crois que c'est la première chose vraiment importante qui a changé pour le village. Raymond Thuillier, c'était mon grand-père d'abord. Il est né en 1897 au dépôt de la gare de Chambéry parce que son père était cheminot et sa mère lui a confié la concession du buffet de la gare de Privas en Ardèche en 1900. Donc ça veut dire que mon arrière-grand-mère s'est retrouvée
à la tête du buffet de la gare de Privas avec un petit garçon qui s'appelait Raymond, là, qui avait 3 ans. Et donc lui, il a toujours vu sa mère faire la cuisine pour les voyageurs du train de 19h27, enfin j'en sais rien. En 49, il a eu une étoile, en 52 une deuxième et en 54 une troisième, ce qui est très rapide pour avoir 3 étoiles. Oh, ben, il a été restaurateur jusqu'à la fin de ses jours, en fait. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas. Après, il est devenu maire en 1971. C'était un très bon maire. Il avait beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse. Et en même temps, j'ai toujours entendu dire que c'était un maire qui était très carré, relativement autoritaire, qui voulait que ça marche et que ça marche dans son sens. Et même si, une fois encore, il n'était pas natif des Baux, mais c'était devenu voilà, son endroit, son village. Voilà. Race d'Aiglon, jamais vassal, c'était un petit peu aussi sa devise à lui également. Il a quand même eu toujours du respect pour les gens des Baux. D'ailleurs, je me rappelle que avant qu'il décède, un jour il était fatigué, il a dit « Ah ben je vais aller voir le musée des Santons », puisque le musée des Santons est sur la place. Et il m'a dit « Ah ben tu veux bien m'accompagner ?» J'ai dit « Mais bien sûr que je vais vous accompagner, monsieur Thuillier ». Et à la base, j'étais fière de pouvoir l'accompagner. Et je lui redis souvent merci parce que bon, ben, je monte au cimetière. C'est un épisode qu'il faut quand même voir. J'ai mon mari, j'ai mon frère. Et je ne manque pas d'aller jusque devant la tombe de monsieur Thuillier pour toujours un petit peu lui parler et surtout lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Ah, Louis Joux, c'est un personnage assez extraordinaire. Je vais essayer d'être relativement brève. Mais il est né en Catalogne, il est né près de Barcelone le 29 mai 1888. D'abord, il a réalisé des polices, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il considérait que les polices qui existaient en France n'étaient pas satisfaisantes. Et il a toujours travaillé avec ces polices. Joux s'est donc fait beaucoup d'amis. Et dans ce milieu d'amis, il y avait bien sûr des peintres, des poètes, il y avait Suarez, et il y avait entre autres Albert Marquet. Albert Marquet qui l'a invité à Marseille. Marquet était à Marseille, il a dit « Je viens passer quelques jours, je descends à Marseille ». Et Marquet l'emmène faire une balade au Beau. Pour lui, ça a été un choc. Il a dit « Je reviendrai vivre ici un jour, je reviendrai m'acheter une maison, je viendrai vivre au Beau ». Et il a vu dans ce village, à travers ses ruines, à travers son panorama, à travers finalement sa quiétude, un lieu où il devait impérativement poser ses presses. Et il a construit son atelier où nous sommes actuellement. Alors là, on peut dire qu'il a pratiquement construit, parce que de toute façon, il fallait une dalle qui supporte les presses qu'il voulait amener. Donc il ne trouvait pas ça dans un bâtiment déjà existant. Il a, entre autres, restauré l'hôtel de Brion. C'est finalement le premier restaurateur, le premier conservateur du village. Il décide de s'installer définitivement ici en 1940. Il vient d'abord en disant « bon, je vais descendre au Beau », puis une fois qu'il a eu lancé son atelier, il s'est dit « bon, ben, je viens m'installer définitivement au Beau ». Et il en est finalement, il est devenu un des principaux habitants du village. Il avait avec les Beaux 5 des relations sympathiques et plutôt chaleureuses. Mais Louis Joux, c'était un personnage dans les Baux, par son physique et par son instruction et son travail. Et nous, en tant qu'enfants, quand on allait à l'école, c'était quand on descendait la rue principale, la grande qu'on appelait la grande rue. Quand il faisait beau, bien sûr, ou même l'hiver, il y était aussi. Il était assis sur son banc de pierre et tous les petits s'arrêtaient pour y parler, ils discutaient avec les enfants. Ça lui permettait de voir un petit peu passer le monde, de rencontrer à la base toutes les personnes des Baux. Et il nous invitait donc dans son atelier et il nous expliquait comment les machines marchaient. Tout. Mais bon, on ne savait pas trop, pour nous c'était intéressant, mais on ne réalisait pas qui était M. Louis Joux. Je sais que même il avait fait, un jour il m'avait fait un graphique avec le feutre noir et de mon portrait vite fait. En 2 secondes, il arrivait à faire un portrait, il était quand même assez doué là-dessus. Donc il avait fait plusieurs portraits. Et donc, quand je me suis mariée en 1967,
Donc son épouse, qu'on appelait Poppy, qu'on surnommait Poppy, m'a dit, tu sais, il y a Louis qui veut te voir parce que déjà il veut te voir en mariée et il voudrait te faire un cadeau. Alors donc, quand on est sorti de l'église, avant de partir, de descendre, on s'est arrêté avec mon mari, on a été le voir et il m'a fait choisir avec 3 tableaux où il y a mon portrait. Il m'en a fait choisir un et il m'a dit, ce sera ton cadeau de mariage. Et donc, voilà, j'ai toujours ce tableau aujourd'hui et je suis heureuse d'avoir ça, c'est un bon souvenir pour moi. Il se plaisait beaucoup aux Baux et il aimait beaucoup les gens des Baux. Les Baux n'étaient pas du tout son origine, mais il y est mort parce qu'il est tombé sous le charme de ce village. C'est ce que je vous dis, ce piton rocheux a quelque chose qui attire certaines personnes et qui fait qu'on ne peut plus s'en défaire. Joux, il a disparu en 68 et je me souviens que quand on venait, déjà il commençait à y avoir du monde. Et il y avait tellement de monde que Joux a fait quelque chose d'assez amusant que je vous montrerai, qui est une série de croquis des gens qui montaient au Beau. Donc il était assis à sa fenêtre et depuis sa fenêtre, il s'amusait à croquer les gens qui montaient. Et il les avait appelés les culs, parce qu'il voyait toujours les gens de dos. Ça vous donne un peu le personnage, oui. Je sais qu'il y avait eu une période que, bon, c'est les élections, les trucs comme ça, que bon, c'est comme dans les villages, il y a toujours un peu du tiraillement, et il y avait eu une grosse animation sur ce sujet-là. Parce qu'il y avait dû y avoir un différend entre Joux et Thuillier, et Joux avait décidé de se présenter aux élections pour être maire, contre Thuillier, bien sûr. Ça avait été quand même quelque chose d'explosif, on va dire. Hein. Et ça avait été assez rigolo, ces élections-là, parce que c'était quand même un bon enfant. Parce que ce qui était amusant surtout, c'est qu'un matin, on se lève, et puis sur les panneaux d'affichage des élections, on voit ces affiches qui étaient peintes. Alors d'un côté, la peinture avec M. Thuillier, et de l'autre côté, quelqu'un qui avait, c'était pas de la peinture à l'huile, mais qui avait dessiné sur d'autres affiches le portrait de M. Joux qui défendait en fait les habitants des Baux. Il y avait des jolies affiches, hein. Chacun dans leur style, parce que M. Thuillier avait son style, M. Joux avait son style, mais c'était vraiment un peu exceptionnel. Ce qui est amusant, c'est que c'était vraiment destiné aux Beausins, en mettant les Beausins, les saints. Pour qui votait-on? Enfin, vous voyez, des choses qui sont vraiment... Et M. Thuillier, avec le truc de dire, bon, je vous promets tout, mais je ne vous donnerai rien, à la bonne soupe, vous êtes tous à la même table. Ça nous a bien amusés, il faut dire. Vous savez, Pagnol n'a fait que regarder ce qui se passait dans les villages provençaux. Hein. Bon, ça avait bien fini et je crois que c'est M. Vézières qui avait été maire à l'époque, parce que ni M. Joux ni M. Thuillier n'avaient été... Ils avaient juste servi d'animation dans la campagne. Oh, je pense que quand ils venaient à Beaumanière, tous les grands hommes politiques, ils venaient dans le village. Tous les présidents de la République se sont venus au Beau. Jacques Chirac, Pompidou, Giscard, bien évidemment, est venu. Deng Xiaoping, notre président chinois, était venu au Beau. Il y a eu le Shah d'Iran, mon Dieu, le Shah d'Iran, je l'ai oublié, le Shah d'Iran. Oui, en principe, ils arrivaient bien sûr sur le parking, Donc ils montaient la rue principale. Souvent, ça allait jusqu'à l'église, hein, la rue, la promenade, l'église, la place de l'église. Quelquefois aussi après, vers les ruines du château. Ils ne montaient pas vraiment sur les ruines, mais jusqu'aux ruines. Et après la mairie pour les signatures du livre d'or. Et bien sûr, la réception qui se trouvait. Il y avait toujours une petite réception en mairie. La reine d'Angleterre, je l'ai vue. J'étais devant la porte. Elle est venue avec sa Rolls Royce
Et ils se sont aperçus la veille de sa venue que la Rolls-Royce, elle ne passait pas dans la rue des Baux, à l'intersection de deux rues. Alors ils ont fait venir en vitesse une voiture de la préfecture et on l'a fait monter dans cette voiture. Et elle était avec le duc d'Édimbourg et le prince Charles qui suivait à pied derrière parce qu'il n'y avait pas assez de place pour lui. Je veux dire, on avait un drapeau français, un drapeau anglais, et on criait « Vive la France, vive l'Angleterre ». Voilà, donc, enfin, nous, on était criés plutôt à l'OM à l'époque, mais bon. Pour cette visite, d'abord, on s'est tous mis en tenue de compétition, parce qu'il fallait qu'on soit très bien habillés. Et après, on est parti de Carita, on est monté, on a traversé tout le village, on est arrivé au château, on a fait une aide d'honneur, on a attendu que la reine arrive. La reine est arrivée, on a attendu un bon moment d'abord. Et puis elle est venue, elle nous a passé entre la haie d'honneur. Et quand elle est arrivée à ma hauteur, moi, j'ai fait mettre mon cheval à genoux. Et la reine était contente, elle a regardé, puis après elle a continué. On a fait uniquement pour la reine. C'était un cheval anglo-arabe qui était pommelé, il s'appelait Carita. Voir une reine, c'était pour nous, c'était grand. Ça m'a fait un très très bon souvenir. Alors, le Shah d'Iran, je l'ai vu venir à l'hôtel, rentrer avec un autre monsieur, et nous avions, nous, l'hôtel réquisitionné pour son gouvernement. Et où il allait, il fallait que son gouvernement le suive. Et ils ont mangé pendant 2 jours là, au restaurant Le Boteza. Sur la carte qu'on leur présentait, ils regardaient pour prendre le repas, ils regardaient que les prix. Et ils prenaient ce qu'il y avait de plus cher. Le Shah d'Iran est venu avec sa femme, la Shahbanu. Donc c'était ma sœur aînée Isabelle qui lui a offert le bouquet de bienvenue. Il y a des photos, oui, mais il y a des photos de l'époque. Elle était habillée en arlésienne ou en Mireille, peut-être en Mireille, peut-être. Bon, costume traditionnel, hein, on l'avait choisi, elle, pour offrir ce bouquet. Alors, le Shah d'Iran, ça a été bon, une visite qui était bon, très bien, mais qui a été quand même pour nous un petit peu contraignante, parce que là, il y avait vraiment un gros service d'ordre. Quand c'était vraiment des chefs d'État très importants, alors les Baux étaient quand même sous une surveillance très importante. Quand la reine d'Angleterre est venue, le village a été fermé pendant 48 heures. Quand le Shah d'Iran est venu, c'est 5 jours. On était presque prisonniers dans le village. Les accès étaient complètement fermés, il n'y avait pas de touristes. Je me rappelle pour le Shah d'Iran, il y avait un petit peu des tireurs d'élite qui étaient placés à Costa Pera, plusieurs endroits comme ça. On avait un tampon déjà de la préfecture. On avait un seau avec le seau qui était du Shah d'Iran, enfin de l'Iran et tout. Et on avait ce grand papier blanc. Oui. Moi, je l'avais le laissé passer. Je l'ai gardé, je dois encore l'avoir. Il fallait absolument le présenter parce que moi, je me rappelle, on s'était garé en dessous au parking de la Porte des Guerres et on l'avait oublié dans la voiture. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée de la Porte des Guerres, il y avait toute la police qui était là et il a fallu absolument aller rechercher ce papier. Sans quoi, nous, même en disant qu'on était à 2 pas et qu'ils pouvaient nous surveiller quand on rentre chez nous, c'était impossible de rentrer. Il fallait absolument présenter ce papier. Ce sont des chefs d'État, ce sont des gens qui étaient très protégés, donc on comprend. La venue de Grace Kelly et d'Albert de Monaco, je pense que c'était en 82. Il est venu nous voir en nous disant que la princesse Grace avait dit que tout ce qui l'entourait avait d'accent parisien et qu'elle aurait aimé rencontrer quelqu'un du village. Et c'est comme ça qu'on est venu me dire, c'est vous qui avez été choisi. C'était le dernier moment. J'étais en train de faire la vaisselle. Je suis vite allée me changer. Et on m'a dit, il faudra que vous vous teniez devant la maison. Et c'est là qu'elle s'arrêtera. Alors ce que j'ai fait, j'avais l'empreinte en cire du sceau des Grimaldi du XVIIe siècle
que mon grand-oncle avait trouvées dans les ruines du château des Baux. Ah ben ça a été une visite qui était importante pour le village. Les Grimaldis ont un titre honorifique de marquis des Baux. D'ailleurs maintenant c'est le fils d'Albert, le prince Jacques, qui est marquis des Baux. Alors je le lui ai montré, je ne lui ai pas dit que je le lui donnais. J'ai dit si elle le prend, mais tant pis, si elle le laisse, mais tant mieux. Elle l'a bien regardé, puis elle l'a mis dans son sac. Ils sont passés dans la rue, saluer les habitants. On n'a pas été empêchés de les approcher. Je l'ai vue de près, je lui ai parlé, elle m'a touché la main, elle m'a regardé, elle m'a bien regardé, elle a souri, elle était contente. Parce que je parlais l'accent du père et l'accent du pays. Ça, je trouve, c'est le plus beau souvenir que j'ai. Enfin, moi, je me souviens du voyage, enfin, de la venue de Valéry Giscard d'Estaing, et pour cause. Et là, je sais qu'il y avait eu un protocole excessivement strict. Il était venu, ce qui serait peut-être pas le cas aujourd'hui, en hélicoptère. Depuis longtemps, il y a un héliport à Beaumanière et ça permet également aux personnalités de venir rapidement et repartir avec une sécurité. En principe, c'est assez sécurisant. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais été un petit peu vexée parce qu'on avait fait sonner les cloches de l'église des Baux pour lui et non pas pour moi qui était la mariée. Donc j'avais été un petit peu vexée. Et j'ai été enfant de chœur pendant le mariage d'Anne Poniatowski, où il y avait beaucoup de personnalités politiques, notamment à l'époque le président de la République, Giscard d'Estaing. À la fin de la messe, il fallait ramasser toutes les affaires du curé et se faufiler jusqu'à la sacristie pour aller ranger les affaires. Et en me faufilant, avec mes petits pieds, j'ai marché sur les pieds de quelqu'un. Quand j'ai levé la tête, c'était Giscard d'Estaing. Voilà, une petite anecdote qui me paraissait un géant à l'époque. Mais il avait accepté, il avait joué le jeu, parce qu'il y a quand même une tradition au Baux que les mariés redescendent à pied et non pas en voiture. Donc autant vous dire que c'était début septembre, donc c'était encore les vacances, et que nous sommes tous redescendus à pied, y compris le président, et dans la foule. Et, il y avait quelques gardes du corps, mais tout s'est bien passé. Les gens étaient très contents et c'était une ambiance en même temps très familiale et très villageoise. Alors, la messe de minuit au Baux, pour moi, c'est quelque chose de magique. Quelque chose qui est là depuis des siècles. De grande tradition, c'est la seule qui reste. Et qu'on s'efforce de conserver. Parce que c'est une tradition qui remonte à des siècles et des siècles derrière. On a l'impression que Jésus est né au Baux. Ah, la messe de minuit au Baux, ça a toujours été un événement très important aussi parce que tout le village participait. Et heureusement, il y a eu une association qui l'a fait vivre. Et grâce à elle, on peut continuer chaque année à la faire parce que ça fait vraiment partie des moments forts. Depuis quand Depuis plus de 200 ans, c'est sûr. C'est le premier endroit où la messe de minuit a existé, avec ce pastrage, c'est au Baux. C'est quelque chose qui s'est toujours fait. Il faut savoir que la petite charrette dont on se sert, celle qu'on a actuellement, a été faite en 1947 pour remplacer une charrette qui est au musée à Arles aujourd'hui et qui date de plus d'un siècle. Moi, de toute petite, je savais qu'il y avait la messe de minuit au Baux. Je pense du début qu'ils ont fait l'église sûrement au Baux, il devait y avoir la messe de minuit. Ça remonte déjà quand on voit les anciennes cartes postales qui remontent assez vieux. Mais je pense que même à l'époque où il n'y avait pas de carte postale, puisqu'il y a bien eu des époques qui n'avaient pas d'appareil photo, donc on n'a pas de souvenirs. Voilà, après les autres communes l'ont développé aussi, parce que les communes alentours aussi avaient beaucoup de moutons, d'agneaux, de bergers. Je pense qu'elle existait avant les touristes. Elle a existé avant les touristes.
Alors, la messe de minuit se déroule dans la nuit du 24 au 25. Donc, elle démarre le 24 à 11h30, 23h30, pardon, pour finir le 25 à vers 1h15, 1h20 à peu près. Avant minuit, il y a des chants provençaux. Des chants qui, je tiens à préciser, ne sont que des chants provençaux écrits par des Provençaux. Hein. Donc, il y a du Mistral, il y a du Charlombrieux, il y a... Voilà. Des chants, oui, bien sûr, il y avait des chants. Ah oui, il y avait des chants tout aussi simples. La quasi-totalité des chants est en provençal. Maintenant, la messe est dite en français, mais moi j'ai connu dans ma jeunesse la messe en provençal, hein, parce que le prêtre était hors de question qu'il parle français. La veille ou l'avant-veille, je ne pourrais pas me rappeler, il y avait tout le monde s'habillait et on distribuait des brioches et on faisait l'aubade, on passait dans toutes les maisons du village. Et on faisait même la vallée, chose qui maintenant n'existe plus. Donc on allait de partout et entre autres choses, nous allions à Beaumanière, nous allions jusqu'à Beaumanière proposer nos fougasses. Et M. Thuillier n'aurait pas toléré qu'on ne passe pas à Beaumanière. Et puis un peu dans le vallon, et puis on remontait, et voilà. À 23h35 à peu près, de 35 et 40, tous les participants rentrent, c'est-à-dire donc les anges, les bergers, les bergères, rentrent Joseph, Marie, jusqu'à la procession. Le pastrage, c'est en fait la présentation de l'agneau à l'enfant Jésus. Le berger le plus ancien suit la charrette dans laquelle se trouve, tirée par un bélier, dans lequel se trouve un petit agneau qu'il va récupérer, qu'il va offrir à l'enfant Jésus, le passer à la bergère qui est derrière lui, qui va faire pareil, et ainsi de suite. Et le premier berger clôture la procession en refaisant la même chose et en saluant les 4 points cardinaux. Et en fait, on offre ça, étant donné que les Baux étaient un village de bergers, n'est-ce pas? Donc, pour nous, à l'Enfant Dieu, on pouvait offrir qu'une chose, c'était ce petit agneau blanc, virginal, en fait, et qui venait de naître. Mais justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a été pris dans cette messe, avec les gens qui chantent avec leur cœur, les petits qui chantaient le chant de l'ange, donc les gamins, et les gens appréciaient aussi cette naïveté à quelque part. Parce que la messe de minuit, c'est vraiment, c'est pas un spectacle, c'est vraiment quelque chose de pur et de traditionnel. Il n'y a pas de spectacle, il y a des fausses notes, il y a des fois des voix qui ne sont pas formidables, mais on ne cherche pas la perfection, on cherche l'authentisme. Après, chacun voit ce qu'il veut. Alors celui qui veut voir du spectacle, il va ailleurs, et celui qui veut voir de l'authentisme, lui, est touché généralement par ça. Alors aux futures générations de Beaucinq, je leur souhaiterais surtout d'être heureux comme nous, on a été. Alors ça serait surtout d'essayer de conserver toutes ces traditions. Avoir un tourisme responsable, d'ailleurs c'est ce qu'on essaie tous de faire.
pour la plupart des commerçants. De ne pas perdre cet esprit, disons, voilà, plus que de vie de village, peut-être cet esprit de village, cet esprit des familles un petit peu fondatrices. Mais ça serait d'essayer que le village reste quand même encore village et que ce soit pas non plus qu'une carte postale, qu'il y ait une vie. Qu'il y ait des touristes, c'est très très bien, hein, il faut vivre, mais qu'il y en ait trop. Ne laissez surtout pas tomber ce village, aimez-le comme nous on l'a aimé et comme nos ancêtres l'ont aimé. Retournez au beau, faites vivre les beaux, ne le laissez pas s'éteindre.